Hey! Bonjour Julien Dacosta. Bonjour Loïc Prigent. Bonjour les hardcore. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous, on est prêts, on a mis notre ceinture, on est déjà dans la DS, on sort du défilé Dior, on est au taquet et Julien a déjà eu une mésaventure. Ouais, j'ai oublié ma veste chez Dior, t'imagines, backstage, et il y avait mes clés dedans. Voilà. Il me dit, oh non, je la laisse, j'en achèterai une autre. Et non, il y avait mes clés. Le mec, le premier jour, non, j'en achèterai une autre. Il abandonnait sa veste. C'est moi qui lui ai dit, non, tu y vas, tu y retournes. Et finalement, il appelle Dior. Et Dior te retrouve ta veste et te dit, il y a mis tes clés dedans, en fait. Ouais, par chance, enfin, ils sont vraiment cool chez Dior. Bref. Avec toi. On sort de la grande tente Dior qui est donc pour nous l'ouverture des grands défilés parisiens, le premier gros défilé qu'on fait à Paris. On a fait plusieurs essayages ces jours précédents. On revient de Milan, nous sommes sur des genoux déjà. Enfin non, Milan nous a mis à genoux, je pense pas. Non. On ne mettra pas à genoux. Non, on est en forme et sacré programme quand même. Tu sais qu'il y a 71 défilés cette saison, Loïc. 71. Mais c'est énorme. Comment ils veulent qu'on puisse... comment le monde peut absorber tous ces fringues? Tu sais que plus tu montres des fringues sur ton défilé, plus tu les vends. C'est ça qui est fou. Il y a un appétit pour ça, insatiabilité totale de Fashion Week. Donc 71 défilés, ça veut dire... Nous, on en fait combien? Est-ce qu'on a compté? On sait même pas combien on en fait. Bonne question, je sais pas combien on en fait. On est sur une moyenne de 4-5 par jour. Oui, sauf que là on a une troisième équipe, donc on en fait encore plus. On en fait encore plus, ouais. Voilà. Donc on en fait beaucoup. On essaie de faire le maximum d'essayages aussi. On essaie de ramener le maximum d'informations pour pouvoir faire 5 minutes de mode sur TMC, pour pouvoir faire plein de vidéos le plus complètes possible sur YouTube. Et le plus d'articles possible sur fashionmoodboard.com, puisque l'empire s'est agrandi, l'empire médiatique. On vous recommande d'aller sur fashionmoodboard.com pour plein d'articles. Je vous recommande la bio incroyable qu'a fait Julien sur Patrick Kelly. Je vous recommande l'article de Natacha Morris, Pourquoi la mode est moche, ou pas. Et je vous recommande cette semaine, depuis hier, il y a un article sur Léonard, le coiffeur de Marie-Antoinette. 15 000 signes. 15 000 signes, les gars. Ouais, c'est vraiment pour les hardcore de la mode. C'est mais pour ça vous, se lit comme un roman policier. Il se passe plein de choses. Pour tous ceux qui nous écoutent, Fashion Moodboard, c'est... Non, mais il y a des meurtres, il y a plein de meurtres dans mon article sur Léonard. Je vous promets, c'est du délire. C'est vraiment bien. C'était pas juste un coiffeur, c'est aussi c'est un destin. Et tu savais qu'il a sauvé la France? Ah non, je savais pas ça. Léonard sauve la France pendant la fuite à Varennes. Spoil pas tout, ne raconte pas tout. Allez sur fashionmoodboard.com. C'est pas la seule info démente de l'article. Donc allez sur fashionmoodboard.com. Alors, on sort de Dior. Comment as-tu vécu ce défilé, Julien Dacosta? C'est toujours un énorme show à faire, mais on commence par celui-ci, donc c'est bien, ça te met dans le bain. Ça nous met dans le bain direct. On plonge la tête dans l'eau là, c'est la pas... Fashion Week de Paris, ça rigole pas, et c'était hyper intense parce que c'est un gros backstage, il y a énormément de filles, énormément de passages, donc du coup c'est une collection très très large avec vraiment des propositions hyper différentes. Donc on commence par quelque chose de très calme, un trench hyper chic, et on finit par des robes du soir presque couture. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces défilés-là, ces gros défilés, c'est que c'est des grosses collections. C'est même pas une garde-robe, c'est plusieurs garde-robes pour plusieurs personnes différentes, plusieurs clientes, plusieurs continents, à plusieurs horaires aussi. Il y a vraiment des vêtements pour toutes les horaires et toutes les occasions. Il y a des robes du soir hyper brodées et des trenchs hyper gérables, hyper faciles à porter, mais qui sont quand même statutaires, avec écrit Miss Dior en assez grand. Donc le thème de la collection, c'est Miss Dior. Miss Dior, c'est le parfum en 47. Dès la première année de Dior, il sort son parfum. Et 20 ans plus tard, en 67, Marc Bohan, qui est le directeur artistique à ce moment-là de la maison, doit bien sortir la ligne de prêt-à-porter, puisque Saint-Laurent l'avait fait l'année d'avant. L'année d'après, Balenciaga va refuser de le faire et va démissionner carrément. On va dire je m'en vais, je claque la porte. T'as vu mon accent? Il est bien mon accent espagnol ou pas? Et donc... il lance Miss Dior, qui n'est pas une capsule, qui est carrément une ligne de prêt-à-porter, avec des vêtements de prêt-à-porter, mais aussi des accessoires, des collants, des choses comme ça, et beaucoup de foulards. Et sur ces foulards, il y a un graphiste un illustrateur, on dit à l'époque, qui s'appelle Alexandre Sache, qui va dessiner un Miss Dior, qui semble presque être écrit, c'est prémonitoire un peu, parce qu'on a l'impression que c'est écrit sur un mur, et que c'est prémonitoire de mai 68, l'année d'après. Et ce qui est assez dingue, c'est quand on voit, il y a une expo en ce moment à la Galerie Dior
donc qui est le musée de Dior sur l'avenue Montaigne et la rue François 1er. Il y a une expo justement qui a dû sans doute inspirer Maria Grazia Chiuri sur Miss Dior, et on voit ces grands foulards qui sont comme des affiches, quoi, qui sont comme des manifestes comme ça d'énergie, et de vitalité et de jeunesse. Et c'est le moment où Dior quitte l'exclusivité de la haute couture pour aller aussi dans le prêt-à-porter, sans quitter la haute couture. Ils ont toujours leurs ateliers et tout ça haute couture, mais ils se lancent dans le prêt-à-porter et la modernité qui va avec, quoi. Ce qui est assez étonnant, c'est que du coup la collection parle de ça, raconte une garde-robe assez 60 finalement, assez courte, assez modulable, et va aussi vers la haute couture, mais garde ce côté modulable. Il y avait par exemple un très beau gilet en rebrodé façon léopard, donc très précieux, mais dont la doublure est déboutonnable. Tu peux le porter pour un grand soir, ou tu peux le porter dehors s'il fait un petit peu plus frisqué, quoi. Et ça, c'est une info exclusive. Personne ne sait ça à part toi, parce que quand on le voit défiler, on peut pas s'imaginer qu'il y a cette dimension-là dans ce vêtement. Et en fitting, nous, on arrive à le voir parce que Maria Grazia nous l'explique. Et effectivement, c'est pas les vêtements, ils ont toujours une ou deux propositions. Et il y a toujours un côté très très pratique dans la mode proposé par Maria Grazia Chiuri chez Dior. Elle pense vraiment design industriel. Elle le revendique, elle nous le dit, et elle assume cette position de quelqu'un qui a un regard italien sur quelque chose de pratique. Voilà, elle voit le côté romantique de la mode, mais elle voit aussi le côté quotidien. C'est ça son féminisme aussi à elle, puisque le féminisme est revendiqué de défilé en défilé, et c'est aussi faire des vêtements qui rendent service aux femmes, qui les rendent puissantes sans les bloquer dans leurs mouvements. C'était ça le thème de ce défilé, je pense. C'est ce qu'elle nous a dit en tout cas en essayage la veille du défilé. Et là, nous fonçons dans Paris. Nous sommes... Oh, c'est beau Paris quand même. T'as vu ces bâtiments? C'est magnifique. Nous fonçons dans notre DS. Nous sommes en massage. On a mis déjà le massage petit patte de chat là. Et nous fonçons dans notre DS vers Vaillant. Beaubourg est le lieu, Vaillant est le nom de la marque. Et on va voir, ça fait vraiment peu de temps qu'elle défile, hein. Et elle est déjà au firmament. On sort de Germanier et de Alice Vaillant, enfin de Vaillant, la marque s'appelle Vaillant, qui était à Beaubourg, au centre Pompidou. Nous sommes mardi, donc le centre Pompidou est fermé, mais ouvert pour un défilé de très jeunes marques qui montrait son 5e défilé, je dirais à peu près. Comment était l'ambiance en coulisses, Julien ? Assez détendu et bizarrement, le seul stress qu'il y a eu backstage, c'était assez rigolo, c'est qu'en fait, donc, dans la collection, il y a des chaussures, des espèces de grosses chaussettes de laine qu'on enfile sur les chaussures, et pendant les répétitions, ils se sont rendus compte que ça glissait avec le sol. Ouf. Et donc, alors, petite technique... C'est bien de s'en être rendu compte. Ouais, petite technique que j'avais jamais vue backstage, c'était assez attends, rigolo. laisse-moi deviner, parce que tu peux pas rayer la semelle du coup. Bah non, tu peux pas. Parce qu'il y a de la maille en dessous. Voilà, de la maille, elles ont littéralement enfilé une chaussette sur l'escarpin. Oui, voilà, c'est ça. Donc si tu veux rayer, c'est la technique habituelle. C'est tu rayes au normalement, ciseau. Ouais, une paire de ciseaux. Tac, tu niques les chaussures, mais les filles, elles tombent pas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors là, la technique, c'était de laquer donc sous la semelle des chaussures. Donc lac à cheveux. Lac à cheveux. Fais le bruit. Et on renversait. C'est quel bruit le lac ? C'est... Non, tu vois, j'imite trop bien ou pas ? Mais c'était parfait. T'as vu ? Attends, je te le refais. Et donc, alors on laque sous les chaussettes et on laque les chaussettes. On laque les chaussettes et surtout on renverse du coca. Donc en fait, quand on est arrivé backstage, on nous a dit attention, il y a du coca par terre. Et moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui avait fait tomber son coca par terre. Pas du tout. Non, c'était voulu. Donc on renversait volontairement du coca sur le sol. Et du coca sucre ou du coca sans sucre ? Ah, du coca sucre là. Un oui, vrai coca. Oui. C'est pour ça qu'il y avait des énormes bouteilles de coca. Je me suis dit, qui va boire ça pendant la Fashion Week ? Et donc fallait tremper, fallait imbiber ses chaussettes en laine avec le coca et de la laque pour que les filles ne tombent pas. Et elles sont pas tombées. Il y en a aucune qui a glissé. J'ai pas vu tomber. C'est vrai. Et même elles avaient l'air en assurance, tu vois. Elles fonçaient et tout sur du Daft Punk vers l'horizon. Et c'est vrai que c'était assez mignon parce que coucher de soleil au même moment que le défilé, enfin comme ça une espèce de lumière dorée qui flatte tout le monde. Oui, adresse géniale pour faire un défilé. Il n'y a pas plus chic, il n'y a pas plus beau que cette vue qui est quand même assez unique. C'est une des plus belles vues de Paris. Vous défilez en fin de journée comme ça avec le coucher de soleil. C'est la plus belle vue. Qu'est-ce que tu demandes le plus ? Donc ouais, tout est vitré, même backstage. Donc c'est assez beau, assez sympa à vivre. Et surtout, c'est vraiment une maison de femmes autour de Alice Vaillant et c'est assez beau à voir comme énergie.
public de femmes qui est en totale admiration devant ce qui se passe, quoi, devant ce qui passe devant leurs yeux. On sent vraiment qu'il y a une appétence pour cette mode-là, quoi, qui montre beaucoup, mais en contrôle, parce que c'est une femme qui décide ce qu'elle montre, et du coup, je pense qu'elles comprennent vraiment, et elles sont d'accord, quoi. Oui, il y a une justesse. C'est pas une exploitation ou je sais pas quoi, comme il y a très souvent. Là, il y a vraiment une justesse dans le propos. Et beaucoup de fausses fourrures qui étaient des espèces de choses qui prenaient beaucoup de volume, mais qui en fait étaient très légères. Donc ça, c'était marrant comme effet de trompe-l'œil. Des très jolis drapés. Et puis voilà, une mode qui est très, très compréhensible et très sympathique. Oui, il y avait des manteaux sublimes. C'est vraiment la pièce à choper chez Vaillant. C'est les manteaux. Elle devient un peu une référence dans les manteaux. Nous allons chez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. L'autre équipe, on se sépare en 3. L'autre équipe va chez Esther Manas qui fait son retour. C'est enfin le retour d'Esther Manas, marque vraiment hyper intéressante, qui a gagné l'Andam. Et voilà, et donc Esther Manas et juste après Saint Laurent. On vous raconte ça juste après. Bon, les bouchons sont très longs, donc on reprend le micro. On va s'occuper pour vous parler. On va débriefer Milan. Et un des meilleurs moments de Milan, ça a été les essayages Gucci. Le défilé et les essayages Gucci, pardon. Et donc, essayage Gucci dans le HQ Gucci, qui est une espèce d'énormissime hangar. C'est une ancienne usine, je pense, c'est d'anciennes usines reconverties. Donc, tu es accueilli par GUCCI, écrit vraiment en très très grand. Et donc, nous avons eu accès aux essayages de Sabato De Sarno. Sabato De Sarno qui est arrivé en septembre dernier à la tête de la maison et qui fait des essayages dans une énorme salle blanche avec à peu près 3 milliards de prototypes, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est les grosses maisons italiennes, quoi, où il y a vraiment beaucoup de vêtements qui sont produits dans, j'imagine, toutes les couleurs, dans toutes les variations possibles, quoi. Oui, c'est le rêve de tout kleptomane de pouvoir rentrer dans ce genre de pièces dans la mode. Ouais, c'est complètement dingue. Je crois que les gens peuvent pas imaginer le nombre de sacs en arc-en-ciel qu'on a vu. Ouais. Mais c'est vrai, et des sacs qu'on n'a même pas vus au défilé, j'ai l'impression en plus. Il y a vraiment une hyper production, une hyper proposition. Je pense que les showrooms Gucci doivent être des choses qui sont des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Là, on a eu un aperçu de ce qu'était la proposition de départ, quoi, dans laquelle Sabato De Sarno va piocher et va retirer l'essentiel pour son défilé. Donc, on assistait à ça avec donc tous les chefs produits qui sont là, donc Madame Sac, Madame Accessoire, Madame Bijoux, Madame toutes les grandes dames qui chacune font 2 ou 3 milliards par an, je pense. Et c'était une des premières fois qu'on allait filmer un fitting chez Gucci. Donc, moi, c'est la première. Hein. C'est la première fois que j'ai accès à un fitting Gucci. Donc on savait pas du tout. Première dans une vie professionnelle. Ouais, on savait pas du tout ce qu'on allait filmer et j'ai été assez surpris moi de voir l'ambiance. C'était une ambiance assez fun, assez festive. Incroyable, mais oui. Ah si, j'avais déjà vu un fitting Gucci il y a 2000 ans, mais je m'en souvenais plus. Et c'était pas cette ambiance-là du tout. C'était qui ? C'était, il y avait déjà Alessandro Michele, mais il était assistant sac, et il y avait Frida Giannini, et je pense qu'il résolvait des problèmes de type, il cherchait le vaccin pour je sais pas quoi, tu vois, c'était hyper sérieux. Oui, c'est là, ça. Là, pas du tout. Pas du tout. Là, hyper détendu. C'est ça, hyper détendu, hyper festif, la musique à fond. On était très très loin du cliché du designer mal dans sa peau ou alors qui cherche quelque chose. Enfin, on était très très loin de ce cliché-là. Et triture le vêtement, tu sais, ce qu'on a vu en juin dernier, hein, on a vu un créateur qui a trituré le col d'une chemise toute bête pendant 25 minutes devant nous. Juste la triturer, hein, même pas la retoucher. Ouais, là on était très très loin des prises de tête. Bon, on sentait quand même une concentration, mais aussi quelque chose de très fun. On sent que Sabato De Sarno, il est ravi d'être ici, il est ravi d'avoir cette place. Content. Il est hyper content et ça fait plaisir pour une fois de voir un designer content d'être là. Mais assume ta joie, quoi. Et il danse et tout, la musique est à fond. Tout le temps. Le gars danse non-stop. C'est-à-dire que tu vas au tango, tu danses à peu près autant que Sabato De Sarno. À son fitting. Il danse non-stop. Il prend un sac et en dansant, il l'amène à la mannequin quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, ça nous aide quand même à comprendre un peu la collection parce qu'effectivement, après, quand on voit les vêtements défiler, on se dit que, ah oui, effectivement, ça peut bien marcher en soirée, ça, du coup.
Oui, et puis c'est pour la vie, et c'est complètement. Il y a une logique, une évidence Gucci qui est. Et qu'on a vu d'ailleurs sur toutes les influenceuses et les actrices qui étaient en full look, c'est que ça leur allait bien et elles se sentaient bien dans le new Gucci, quoi. Et l'autre chose remarquable de ce fitting, c'est. Enfin, parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est les Sabato de Sarno, Alastair McKim, son styliste, et toute l'équipe. Qu'est-ce qu'ils font quand une fille a un look validé? Ils applaudissent. Ils applaudissent les mannequins. Alors là, ça peut paraître tout bête, mignon. mais c'est très mignon en fait de faire ça. C'est tellement cool. Et c'est vrai que c'est un moment où il faut imaginer quand même les mannequins viennent, elles sont pas sûres d'être validées encore pour le défilé. Elles savent pas encore quel look elles vont avoir. Et là en fait d'avoir des applaudissements après un passage, ça doit faire hyper plaisir. C'est une hyper belle mignon. validation. Et c'est vrai que nous, on y assiste à tous ces fittings où les filles sont intimidées, voire terrorisées, et elles arrivent, elles s'avancent avec leur look là, et toute l'équipe regarde le téléphone. Ça, c'est tellement. À chaque fois, j'ai envie de les secouer et de leur dire mais regardez-la, regardez-la, respectez-la. Et ils regardent leur téléphone pour des très bonnes raisons, et je comprends, mais parce qu'ils ont 2000 trucs à valider. Mais bon, des fois, on a envie qu'ils soient un peu plus présents pour les mannequins. Et là, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça hyper respectueux de valider les filles en les applaudissant. Et donc, si elles comprennent pas la langue, si elles sont timides, si c'est la première fois, et il y a beaucoup de nouvelles mannequins qui défilent pour la première fois pour Gucci, qui aiment bien les exclusivités, et ben, je trouve que franchement, c'est un beau geste. C'était chic. Allez, on va chez Saint-Laurent. T'es prêt, Julien, pour Saint-Laurent? Ouais. Je crois qu'il y a 250 000 vedettes à peu près. J'ai hâte de voir le décor. Puis pas des petites vedettes. Tu vois, pas des gens qui ont fait un demi-TikTok, quoi. Là, ça va être On t'a donné des noms un peu? du lourd. Hein? On t'a donné des noms un peu? Non. J'ai un pressentiment Grace Jones. Je sais pas pourquoi. Ah, ça serait pas mal du tout, Hein? ça. Grace Ce Jones. serait bien de Grace Jones. Ah là là, ça- On l'a pas vu depuis un moment. Moi, je l'avais parlé à un défilé Fendi en septembre, la fois où ça avait été à New York, là. Elle était démente. Exactement ce que tu t'imagines, ce que ça va être de parler à Grace Jones. C'est Grace Jones. Tu parles à Grace Jones et c'est Grace Jones qui te répond, quoi. C'est voilà. Toi, t'as un pressentiment qui avant Saint-Laurent? Les pressentiments vedettes. Alors là, aucune idée. Je suis largué. On est largué. Bisous. Hey, on sort de Saint-Laurent. C'était intense. Oh purée, j'ai la tête à l'envers. C'était vraiment dingue. C'était le genre de défilé où tu te dis ah bah voilà, ça c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est parce que c'est un peu marrant quand même. Et non, c'était dingue. Donc on est bien content de retourner dans la DS. T'as remarqué que la DS cette saison, la DS qu'on a, tu peux elle a ChatGPT intégré. Ouais, d'ailleurs, c'est elle qui va faire le podcast. Ouais, ce serait bien. On peut lui poser des questions, elle répond et tout. Tu dis OK Iris, je crois, et tu lui poses une question. Complètement dingue. Donc nous sommes de retour dans la DS et nous sommes bien refaits par le défilé Saint-Laurent d'Anthony Vaccarello. Mise en scène complètement folle. C'est-à-dire que tout le monde poussait vraiment des en entrant. C'était assez drôle de voir les réactions de tout le monde, nous y compris, en entrant dans cette pièce. Ouais, on rentre et en fait, c'est des rideaux verts qui font donc deux cercles distincts. Et le sol, c'est une sorte de béton mouillé, goudronné noir. Et l'illusion est tellement parfaite parce que quand on arrive, on croit qu'en fait le sol est mouillé, on croit que c'est de l'eau. Et en fait, pas du tout. C'est juste une illusion et c'est fait exprès. Et en fait, on peut marcher dessus sans se mouiller les pieds. Mais à l'image, on voit vraiment des flaques d'eau, mais c'est pas du tout. C'est pas des vraies flaques d'eau, quoi. Ça, c'est fou. C'est vraiment les psychopathes du décor, quoi. Et la muse absolue de Betty Catrou, la muse absolue d'Yves Saint-Laurent qui arrive. Et je dis alors, vous reconnaissez les rideaux? Parce qu'apparemment, les rideaux étaient ceux de la rue de Babylone, l'appartement de Yves Saint-Laurent en personne. Et elle dit ah oui, je les reconnais. Il m'avait pas manqué. Elle aime pas le vert, apparemment. Elle aime pas du tout les rideaux verts. Donc manque de bol pour Betty Catrou. Mais franchement, c'était vraiment très très. Alors vous dire que c'est du David Lynch, qu'on est rentré dans un décor de David Lynch, c'est rien parce que c'était très 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 grand, quoi. Donc vous entrez dans un espace qui n'existe pas dans Paris, complètement fou, un monde parallèle, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une expérience. On est déboussolé, on rentre, on sait pas dans quoi on rentre et on comprend pas tout à fait d'où les filles vont sortir. Un lieu en suspension comme ça, sans début, sans fin, sans milieu, enfin très très étrange. Et on est dans le noir grand. surtout. Quand
quand on arrive au début, on est dans le noir. Et Même il y pas a des lumière de la bougie. Non, voilà. Et il y a des célébrités qui arrivent dans tous les sens. On les éclairait avec le light du téléphone. Voilà, ouais. Et c'est assez génial de découvrir quelle célébrité vient au défilé. Alors, et Rosé, ils t'as ont parlé un premier rang prestigieux, quoi. Oui, j'ai parlé à Rosé, des Blackpink, bien sûr. Il y avait aussi Linda Evangelista. Ça, c'était plus surprenant. Je l'ai pas vu, je suis dégoûté. Ouais, Linda Evangelista au premier rang, Et Carla vous Bruni, Eva vous êtes parlé Herzigova. Ouais, bien sûr, j'ai parlé à Linda Evangelista. J'ai demandé ce qu'elle pensait du décor. J'ai demandé à Carla Bruni aussi ce qu'elle pensait du décor. Virginie Fira qui disait un truc hyper intéressant sur ce côté mystérieux à chaque fois d'arriver dans le noir, qui convoque toujours l'univers un peu nocturne de la maison Saint-Laurent. Elle est toujours hyper intéressante à interviewer, Virginie Fira. Elle a toujours des trucs à dire alors que c'est une actrice, c'est pas forcément son milieu, la mode, et pourtant elle en parle vraiment comme une rédactrice de mode. Elle en parle super bien. Ouais, très bon. Moi, je la place dans la catégorie de Catherine Deneuve. Ouais, c'est hyper Quelqu'un qui a articulé ce qu'elle dit, c'est assez beau, assez juste, et ça change vraiment d'autres égéries qui vont se contenter d'un mot. Là, c'est vraiment une égérie géniale, parfaite, qui raconte et qui comprend très très bien la maison dans laquelle là où elle met les pieds, en tout cas. Oui, et sans être dans une arrogance ou une trop grande assurance. Elle est vraiment hyper juste dans son discours. C'est hyper cool de parler avec elle à chaque fin de défilé. Mais ouais, des très très beaux invités, Rossi De Palma, Kate Moss, Lily Collins. Lily Collins quand même. Voilà, enfin Lily Collins a un défilé. Mais oui. Et Saint-Laurent, donc ça commence très très fort. Et elle n'avait pas de béret. Non, mais quand même, Lily Collins, elle convoque la Tour Eiffel partout où elle va, quoi. Donc là, le décor, on est au pied de la Tour Eiffel et il y a Lily Collins qui est là. On est dans le cliché. Vous lâchez, d'ailleurs. Non, ouais, je lui ai parlé et pareil, hyper sympa. Elle a pris le temps. Plus que 2 mots, non, elle est très, très sympa. Ouais, hyper sympathique avec toi. On s'est assis sur des canapés très très luxe et le défilé a commencé. Et donc, elle portait des collants apparemment. C'est-à-dire qu'on voit une matière défiler qu'on reconnaît pas parce qu'on l'a jamais vu porter comme ça. Et c'est la matière des collants qui est en jupe. Avec ça, il y a des chemisiers en mousseline dans des drapés extrêmement transparents. Voilà, c'est ça. C'est la transparence qui frappe tout de suite. Vraiment très très transparent. Et cette jupe qui allonge la jambe, la tête est prise dans un espèce. Il me semble que ce sont aussi des bas ou des collants et des turbans. Ouais, c'est des turbans avec des boucles d'oreilles et justement Carla Bruni après le défilé, elle me disait que là on convoquait le langage de Loulou de la Falaise. Elle retrouvait Loulou de la Falaise dans cette accessoirisation, donc ses gros bracelets, ses grosses boucles d'oreilles, ses turbans. Et c'est vrai que c'est assez drôle les défilés Saint-Laurent parce que c'est des mannequins qu'on voit un peu partout et là on a du mal à les reconnaître tout de suite, c'est-à-dire que... Pas tout, il y a quelques exclusivités quand même. Voilà, il y a des mannequins qu'on connaît et on a du mal à les reconnaître tout de suite tellement elles sont transformées. C'est plus des mannequins qui défilent, c'est vraiment des femmes Saint-Laurent. Elles sont transformées en clichés Saint-Laurent et donc c'est assez génial de regarder le défilé parce qu'on s'amuse un peu à... Ah mais je la connais. Ah mais c'est Loli Baya. Ah d'accord. Ah c'est Loli Baya. C'est rien de Dampé. C'est assez génial comme expérience. Le cliché est vraiment réussi. Des chaussures très vénéneuses, très dangereuses comme ça, comme les Aimé Saint-Laurent, la chaussure qui dit qu'il va se passer quelque chose cette nuit. Il y a des manteaux qui passent, donc des manteaux en marabout, très très massifs comme ça, qui créent une autre silhouette, mais qui sont quand même très... j'allais dire silhouettée, mais c'est-à-dire que l'épaule est très géométrique. Très prononcée, oui. Très prononcée. Et parfois, elle porte le manteau sous le bras, sur le bras. Et en fait, non, c'était des sacs. C'est-à-dire que certains moments, cette espèce de volume qui est porté au bras, on croit que c'est un de ces manteaux en marabout, et non, c'était des sacs. Et donc, c'est la première fois que, ça c'est l'anecdote fashion, c'est la première fois qu'Anthony Vaccarello montre un sac sur un podium Saint-Laurent. Voilà. Ouais. Fallait attendre 2024 pour que ça arrive. Mais ça se voyait pas, donc c'est drôle. C'était assez un espèce de clin d'œil. Tu l'as vu, tu l'as pas vu. Un caban, deuxième passage, hyper beau, dans des formes exagérées et tout ça. Quelques tailleurs complets, tailleurs pantalons, sur notamment Mika Arganaraz, qui le portait de façon vraiment extraordinaire. Enfin, il y avait vraiment du matos. Après, voilà, c'est Saint-Laurent, autant qu'il y ait du matos. Le défilé prend son temps, il est très long, c'est une longue parade par rapport au défilé Vaillant qu'on venait de voir avant, qui était très très court. Oui, il y a beaucoup. C'est quasiment une phrase proustienne, quoi. C'est vraiment...
C'est long, il prend son temps, il pose son propos, il pose cette femme. On a l'impression, il y a plein de silhouettes qui se ressemblent très fortement. Donc je pense qu'il y a juste des micro-variations, enfin, qui jouent de la variation, comme Monsieur Saint-Laurent faisait dans les premières parties de ses défilés jour, qui étaient très, très, comme ça, dans des répétitions, parce qu'il cherchait l'épaule parfaite du tailleur, quoi. C'est fou. Moi, j'ai poussé un petit cri. Ah bon? À quel moment? Une mannequin noire qui est passée devant moi comme ça, en diagonale devant moi, et c'était fou, et j'ai fait enfin j'ai poussé un autre cri que ça. J'ai fait un grand waouh. J'ai fait peur à mon voisin. La dernière silhouette était géniale avec le collier en cœur dans le dos, la squelette dans le dos, et c'est le cœur de Saint-Laurent. Voilà, cette tradition du cœur de Saint-Laurent. Tu peux nous expliquer, Loïc? C'est un cœur en cristaux rouge donc que Monsieur Saint-Laurent pose sur sa mannequin préférée de la saison ou sa robe préférée de la saison. Ce qui, je pense, devait créer des compétitions infernales dans la cabine et dans les ateliers pour savoir qui allait avoir la médaille d'or un peu de la collection. Et certaines saisons, ils ne le mettaient pas d'ailleurs. Donc, j'imagine l'ambiance. Et donc là, elle apparaît. Il me semble pas qu'Anthony Vaccarello ait déjà fait apparaître ce cœur. Et le cœur apparaît, mais posé dans le dos, sur la nuque de la dernière mannequin. Ouais, je trouve ça assez beau de l'évoquer de cette manière-là. Et il y a une partie de la salle qui le voit et qui est très émue, et une autre partie qui le voit pas, mais qui apprécie qu'il y a une anomalie brillante dans le dos de cette jeune fille qui est la dernière, et que du coup on observe plus que les autres sans doute. Et non, mais c'était étonnant de voir les réactions, les cris quasiment de pas mal de gens de la salle à la fin, quoi, qui étaient vraiment dans l'enthousiasme. Saint-Laurent, ça fait vraiment partie des chefs-d'œuvre de défilés qu'on peut voir à Paris. C'est toujours un moment de voir un défilé Saint-Laurent. Là, on voit que vraiment que Bureau Beta qui a mis en scène tout ça, ils n'ont pas fait semblant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Comme quoi, des fois, on peut faire une scénographie avec un sol noir, de ronds. 3 fois rien, vraiment, 3 fois rien. 7 mètres de hauteur de tissu. Il faut pas grand-chose. Pas grand-chose. De la musique classique pour t'accueillir, tu vois. Des canapés Paulin. Rien, presque rien. Non, mais il y avait pas, par exemple, il y avait pas des mecs en train de nous donner du champagne ou... Il n'y avait pas ce genre de... Non, mais l'espace, donc... relative sobriété, quoi. L'espace est quand même immense, hein. On est un peu... 1500 mètres carrés, hein. Voilà, c'est un hangar, quoi. C'est très, très grand, et c'est vaporisé de opium. Donc, c'est-à-dire que vous rentrez et vous sentez le parfum opium. Et je pense que là, on s'en rend pas compte, mais je pense que là, on sent le opium, en fait. On a été parfumé. Ouais, c'est la Fashion Week. Notre graillon à nous, c'est opium. Alors, apparemment, petit détail, c'est pas le opium commercial qui est sorti en 77, c'est la première version du opium en 71. Donc, il y a eu un opium en 71. Apparemment, ce serait la première version, un peu brute, un peu le test. Et c'est ça ce qu'on aurait senti ce soir. En tout cas, ça sentait les aisselles des déesses. Ça sentait Paris, madame. Ça sentait, ça sentait le luxe. Hein. Ça sentait vraiment un délire fou furieux, quoi. Monde parallèle de la mode, on y est. Premier épisode de Au cœur de la mode, vous pouvez l'écouter sur toutes votre plateforme préférée. Rajoutez plein d'étoiles comme ça, voilà, ce sera bien, ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous mettre des messages et des machins. Ouais. Merci à Najim Moubarek qui monte tout ça de main de maître. Voilà. Et on se retrouve tous les jours pour débriefer tous les défilés les plus excitants. C'est parti. C'est parti, on veut bien se marrer. C'est parti, c'est le bordel. Oh là là. Merci d'avoir écouté les hardcore. Ciao.